Messieurs les ministres, Monsieur le haut-commissaire, Monsieur le sénateur, Monsieur le président de l'université, d'abord, merci pour l'initiative de ce colloque qui permet aux Calédoniens qui s'y intéressent, ici et puis en direct sur un certain nombre de médias, de comprendre les enjeux qui s'ouvrent à la fin de l'accord de Nouméa. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, on nous a demandé de répondre en quelques minutes, alors c'est proportionnel à la taille des groupes, donc j'ai droit à 13 minutes, à la question de savoir ce qu'il faudrait changer dans les institutions calédoniennes après l'accord de Nouméa. Ce que je voudrais, au lieu de dire ce qu'il faudrait changer, c'est dire finalement quelle organisation institutionnelle il faudrait construire et au-delà, quel modèle de société le groupe des Républicains calédoniens, que je représente aujourd'hui, souhaite pour la Nouvelle-Calédonie. Permettez-moi d'abord de revenir quelques instants sur la période dans laquelle nous sommes encore, celle de l'accord de Nouméa. Nous avons eu 20 ans durant lesquels chacun des responsables politiques savait qu'au bout, il y aurait un référendum sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Et pourtant, malheureusement, rien n'a été préparé, mais Jean-Jacques Urvoas a rappelé la phrase de Jacques Lafleur en 1999 qui dit qu'il nous faut des événements pour se décider. Mais c'est vrai que la vie politique calédonienne, durant ces 20 dernières années, a été rythmée par différentes échéances électorales et donc des slogans, souvent vides de contenu, qui ont fait oublier qu'il y aurait une année 2018, à laquelle on arrive maintenant, et au-delà, qu'il y aurait un lendemain au référendum. Nous avons perdu beaucoup de temps, et maintenant, à moins d'un an du référendum, tout est à construire. Alors on peut tout imaginer, mais cette construction doit passer pour lever les ambiguïtés. Et les ambiguïtés, vous savez qu'on en souffre. Dominique Bussereau a parlé tout à l'heure du corps électoral. Malheureusement, souvent avec la place d'une virgule, c'est plusieurs années de combat qu'il nous faut gérer. Donc pour lever les ambiguïtés, il nous faut une réponse claire à la question de savoir si les Calédoniens souhaitent le maintien dans la France ou l'accession à la pleine souveraineté. Alors vous le savez, ce que nous défendons, c'est le maintien de la Calédonie dans la France. C'est d'ailleurs le fondement de notre engagement politique. La France, pour nous, ce sont des valeurs, celles de liberté, d'égalité, de fraternité, que nous conjuguons volontiers avec des valeurs chrétiennes de respect, d'humilité et de partage ou de solidarité, mais aussi avec celles plus républicaines de laïcité. Elles sont le socle de notre société, elles font de nous ce que nous sommes, et je crois vraiment que nous pouvons être fiers de cet héritage. L'indépendance, sous quelque forme qu'elle soit, pour nous, n'est pas une alternative crédible. D'abord parce que, quoi qu'on en dise, la France est un grand pays et qu'elle est, ça a été dit par Dominique Bussereau, une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Ensuite parce que, si on étudie la problématique sous un angle rationnel, l'indépendance n'est tout simplement pas viable. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui de près de 250 milliards. Dans le même temps, la France nous octroie une enveloppe annuelle de 168 milliards. Une manne financière dont l'État nous laisse d'ailleurs quasiment librement décider de son utilisation. En 2016 encore, l'État a ajouté quelques 140 milliards sous la forme d'aide au secteur du nickel pour aider nos 3 usines à passer le cap d'une conjoncture mondiale dégradée. Ces mêmes usines dont on nous assurait qu'elles devaient assurer la prospérité de la Calédonie indépendante pour les générations à venir. L'indépendance n'est pas non plus une alternative crédible quand on compare notre niveau de développement humain avec des pays indépendants de la zone. Je ne vais pas m'y étendre, mais sur le taux de mortalité infantile qui est 5 fois plus important au Vanuatu qu'en Nouvelle-Calédonie ou sur l'espérance de vie. Et puis, ça a été dit par Jean-Jacques Urvoas, quid et on n'a pas de réponse sur la question, par exemple, de la manière dont on pourrait assurer l'indépendance de la justice en cas d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc pour nous, et j'en terminerai là sur ce que nous ne voulons pas avant de vous dire ce que nous ne voulons pas d'un État, ni d'un État associé, ni d'un État fédéré. L'État associé, ça a été dit, c'est avant tout un État indépendant qui serait lié avec un autre État par le biais d'un accord auquel l'un ou l'autre de ces 2 États peut mettre fin quand il le souhaite. C'est donc pour nous de l'instabilité pérennisée. D'autre part, il ne faut pas se leurrer, les dotations de l'État ne seraient bien évidemment pas les mêmes dans cette option, ce qui générerait inévitablement, selon nous, une paupérisation des populations calédoniennes. L'État fédéré, ça a été bien expliqué tout à l'heure par Dominique Bussereau en réponse à la question de Pierre Breténier, ça n'existe pour le moment que dans des grandes fédérations de plusieurs États avec de vraies institutions fédérales. Il n'y a pas dans le monde, à ma connaissance, de cas d'État fédéré à 2, avec un grand pays d'un côté et un petit de l'autre,
Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, l'article 1er de la Constitution ne prévoit pas la possibilité pour la France de devenir un État fédéral. Alors, comment être un État fédéré à l'intérieur d'un État non fédéral ? Je pense que ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors, ce que nous considérons, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de nous satisfaire de solutions théoriques qui n'ont pas fait leurs preuves et qui reposent sur de la rhétorique. On a réussi jusque-là, et je crois que les Calédoniens ont droit à un statut sérieux, pérenne, et un statut qui marche. Alors, avant de répondre à la question de quelle Nouvelle-Calédonie nous proposons pour l'après-accord de Nouméa, je voudrais faire une petite clarification à mon ami Jean-Jacques Urvoas au nom des signataires qui sont dans le groupe des Républicains calédoniens. Contrairement à ce qu'il a dit dans un média hier, la pleine souveraineté n'a jamais été acceptée par les anti-indépendantistes comme ultime point acceptable. Jamais. D'ailleurs, les termes de l'accord sont clairs, ils y parlent d'émancipation. Le reste, à savoir la pleine souveraineté, ce sont les Calédoniens qui en décideront, et eux seuls, au moment du référendum. Les mots ont un sens. L'émancipation, ce n'est pas la pleine souveraineté, mais il a précisé aujourd'hui ses propos, et je le remercie. Concernant cette émancipation, nous considérons que, compte tenu de l'autonomie que la Nouvelle-Calédonie a acquise depuis le transfert de la fiscalité en 1976, la Nouvelle-Calédonie pourra conserver, et voire devra conserver, une place à part dans la Constitution française. Des institutions originales, uniques, souvent uniques dans l'ensemble républicain, et démocratiquement élues. À 20 000 km de la République, nous avons aujourd'hui tous les avantages de l'autonomie de décision et aucun des inconvénients de l'indépendance. Ça avait été rappelé à l'époque par Michel Rocard. Nous avons également tous les avantages d'une organisation fédérale sans les inconvénients d'un État fédéré. Nous devons donc, selon nous, pérenniser dans les grandes lignes le statut actuel. Les provinces sont un vrai outil de développement local et c'est important de les conserver. Mais depuis 20 ans que nous les expérimentons, nous avons eu tout loisir d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui doit être revu dans le prochain statut, qui n'aura pas vocation, lui, à être transitoire. Dans ce qui doit être revu, selon nous, il doit d'abord y avoir la répartition des compétences entre les provinces, la Nouvelle-Calédonie, l'État et parfois même les communes. Certaines compétences sont tellement partagées aujourd'hui qu'elles génèrent des lourdeurs administratives et des coûts financiers et humains trop lourds pour être pérennisés. C'est le cas par exemple de l'enseignement, de l'environnement, de l'énergie ou de certaines démarches administratives imposées aux entreprises. Dans ce qui doit être revu, on a la clé de répartition mise en place pour assurer le rééquilibrage économique de la province Nord et Île et qui a aujourd'hui atteint ses limites. Il y a 20 ans, alors que 67% de la population résidait dans le Sud, il a été décidé que seuls 50% du budget lui reviendrait. Là où cette clé de répartition devait permettre de fixer les populations dans le Nord et dans les îles, le résultat a été inverse, puisque aujourd'hui, c'est 76% de la population qui vit dans le Sud, alors que c'est toujours 50% de la clé de répartition qui, elle, n'a pas bougé. Les conséquences sont lourdes, surtout pour les populations les plus fragiles, puisque la province Sud ne pourra pas continuer d'assurer les mêmes niveaux d'aide sociale ou de bourse d'études avec un tel écart entre la réalité démographique et la réalité budgétaire. Il en est de même pour le poids de chaque province au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, pour avoir un élu, la province Sud doit obtenir... Très bien, merci. On rappelle le temps. Je pense qu'il faut... Aujourd'hui, pour avoir un élu, la province Sud doit obtenir 3011 voix. La province Nord, seulement 2380. Ça veut dire que le Congrès ne représente plus aujourd'hui équitablement les électeurs. Et ce n'est pas une question de communauté. Un électeur du Nord compte environ 30% de plus qu'un électeur du Sud. À quel titre peut-on continuer d'accepter cela ? Les électeurs du Sud sont de toutes les communautés, de toutes les catégories sociales, et plus rien ne justifie aujourd'hui cette inéquité. D'une manière générale, on constate que petit à petit, du rééquilibrage nécessaire au bénéfice des populations kanaks, nous sommes passés à un nouveau déséquilibre au détriment de certains Calédoniens, de toutes les autres communautés. Il ne faut pas que cette situation perdure. Ça a été dit, les choses ont beaucoup bougé depuis 30 ans. On était dans un système un peu binaire. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il faut que le prochain statut remette tous les Calédoniens au centre du dispositif. Ça a été dit tout à l'heure par Jean-Jacques Urvoas encore. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, c'est un kaléidoscope. Aujourd'hui, on a de plus en plus de métissage. Et donc, il faut que ce nouveau paysage se retrouve dans notre organisation statutaire. Il faut que ce prochain statut s'inscrive dans la volonté de traiter tous les Calédoniens de la même manière.
Nous ne voulons pas d'une société basée sur des différences ethniques, parce que cela créera inexorablement, comme la colonisation l'a fait en son temps, des rancœurs, source de nouveaux conflits dans les décennies à venir. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont exclus du corps électoral. Cette exclusion de près de 25 000 personnes n'a aucun sens si on veut construire une société où chacun trouve sa place. Nous ne remettons pas en cause la nécessité de prévoir, et ça a été longuement évoqué ce matin, une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie, pour laquelle il faudra trouver la place à l'intérieur de l'ensemble constitutionnel et l'ensemble républicain, mais de prévoir une durée minimale de présence en Nouvelle-Calédonie pour accéder aux élections provinciales. Mais cette durée devra être glissante et les conjoints de citoyens devront être intégrés à ce corps électoral. On ne construit pas une société, surtout que la prochaine que nous devrons construire, elle a vocation à durer des décennies sur la base de l'exclusion. Pour finir sur ce que nous voulons faire évoluer dans le prochain statut, je voudrais évoquer le gouvernement collégial et proportionnel. Cette institution, mise en place en 1998, alors que le paysage politique était réparti en deux blocs, l'un loyaliste, l'autre indépendantiste, avait vocation, légitimement, à permettre à la minorité de participer à la prise de décision. Cette démarche avait du sens, au même titre que le découpage provincial permettant aux indépendantistes de diriger 2 provinces sur 3. Mais dans un paysage politique balkanisé, l'exécutif doit être un lieu où la prise de décision est facile, et possible déjà, facile et rapide. Associer la minorité à la décision ne doit plus vouloir dire diriger la Nouvelle-Calédonie au gré des alliances de circonstances et des petits arrangements. Mais pour en arriver à la construction du nouveau statut que je viens de décrire partiellement du titre particulier de la Constitution française dans lequel nous souhaitons nous inscrire, il me semble utile de revenir sur le ou les référendums qui arrivent. Se dire que les loyalistes sont majoritaires et qu'ils gagneront le référendum, ce n'est pas une réponse suffisante. Car l'accord de Nouméa et la loi organique prévoient 3 référendums, et à l'issue, dans le cas où le non à l'indépendance serait plébiscité par les Calédoniens, l'accord de Nouméa prévoit encore, je cite, que les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. Alors, quelle solution trouver pour que nous puissions construire ensemble un projet de société pour les 50 ou 100 ans à venir et éviter que le lendemain du référendum, la Calédonie ne soit rattrapée par les démons du passé et qu'elle puisse connaître un développement serein, durable et une prospérité partagée? Nous proposons de réfléchir à la manière de laisser une porte ouverte dans notre futur projet pour laisser un espoir au camp dont on suppose aujourd'hui qu'il est le camp minoritaire, c'est-à-dire le camp indépendantiste. Rappelons-nous les propos de Valéry Giscard d'Estaing en 1979, qui déclarait que tant que la majorité de la population de Calédonie veut rester dans la France, la Calédonie restera française. A contrario, il serait difficile d'imaginer que si un jour la majorité des Calédoniens voulait l'indépendance, elle ne puisse pas l'obtenir. Tout l'enjeu est donc de permettre à la majorité qui veut le maintien dans la France de vivre librement son projet de société, sans tabou ni crainte, tout en permettant aux indépendantistes de garder l'espoir de satisfaire un jour leurs revendications idéologiques. Une piste de réflexion existe, elle nous vient du Québec, je l'ai exposée dans un livre que j'ai édité en début d'année. À l'instar des Calédoniens, les Québécois ont tout obtenu en termes d'autonomie et de reconnaissance, mais la revendication indépendantiste n'a jamais cessé là-bas. Pour préserver la prospérité du pays et continuer d'attirer les investisseurs, maintenir la confiance des forces vives, sans qu'elles aient en permanence le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, les Canadiens, lapsus révélateur, les Canadiens ont inventé ce que j'appellerais l'engagement référendaire d'initiative populaire. De 82 à 95, tantôt le gouvernement fédéral, tantôt la province du Québec ont ainsi peaufiné une loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. De quoi s'agit-il rapidement, puisqu'on vient de me faire un papier comme quoi il reste 1 minute et j'ai fini. Il s'agit de dire qu'un nombre significatif de Québécois peut proposer l'organisation d'un référendum et que si 50%, plus de 50% de la population le souhaite, le statut du Québec peut changer. En revanche, si la réponse est non à l'indépendance, eh bien, il se passe 20 années avant qu'un nouveau référendum puisse avoir lieu. Ce que nous disons, c'est que nous pourrions s'inspirer de cette possibilité, nous pourrions réfléchir à cette possibilité d'avoir régulièrement une porte ouverte pour que chaque génération puisse s'exprimer à nouveau sur son souhait de rester ou non dans la République.
Pour nous, c'est une solution équilibrée qui ne stigmatiserait aucun camp au détriment de l'autre, mais qui reconnaîtrait aux indépendantistes un possible accès démocratique à leurs revendications de pleine souveraineté, éviterait les échéances anxiogènes des 3 référendums et garantirait à tous un débat politique assaini de cette question qui mobilise les arrière-pensées de tous et empêche de se consacrer pleinement au quotidien des Calédoniens. Alors je voudrais juste, avant de conclure, vous dire que je crois sincèrement que nous pouvons arriver à trouver une solution. Jean-Jacques Urvoas disait dans son introduction tout à l'heure que tout allait bien à Paris et que finalement ça allait beaucoup moins bien au retour à Nouméa. Je partage cet avis. Pourquoi ? Parce que tout simplement en Nouvelle-Calédonie, on a toujours trouvé des solutions. Les clés ont toujours été celles du dialogue. Et la génération politique à laquelle j'appartiens considère que, quels que soient nos désaccords, on ne doit jamais refuser le dialogue avec qui que ce soit. Qu'on doit se parler à Paris, mais qu'on doit aussi se parler à Nouméa. Il nous faudra retrouver dans les 12 mois qui nous séparent du référendum la sérénité à laquelle la Nouvelle-Calédonie a droit. Cette sérénité pourrait nous permettre enfin de faire quelque chose des compétences que nous avons acquises. Ça a été dit, on a fait beaucoup de copier-coller, construire un droit du travail, un modèle économique, une fiscalité, un système de santé, un système éducatif adapté aux réalités locales. Ainsi, peut-être, pourrons-nous enfin trouver pour la Calédonie un modèle de société durable où chacun a sa place. Je vous remercie.